En Espagne, l'enquête sur les attentats de Madrid privilégie la piste islamiste, mais sans certitude absolue. Une cassette déposée la nuit dernière revendique au nom d'Al-Qaïda les explosions meurtrières, un indice supplémentaire après l'arrestation de 5 suspects hier. Journée d'élection en Espagne, le pays sous le choc montre son soutien à la démocratie et se mobilise. Très forte participation à 17h, près de 63%, soit une forte hausse par rapport à l'an 2000. Beaucoup d'inconnus. Quel sera l'impact des attentats sur le scrutin? Réponse en fin de soirée. Le procès de Bertrand Cantat s'ouvre mardi prochain à Vilnius. Le chanteur comparaît pour homicide volontaire sur sa compagne Marie Trintignant. Il risque jusqu'à 15 ans de réclusion. Aujourd'hui, les 2 familles sont arrivées en Lituanie. Le navire soupçonné d'avoir éperonné le chalutier breton en janvier dernier au terme d'une longue traque est examiné en Chine aujourd'hui par des gendarmes français. Cinéma sorti sur les écrans d'un film émouvant et drôle, Les choristes avec Gérard Jugnot dans le rôle d'un pion de maison de redressement qui parvient à faire partager la magie du chant à ses élèves. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce dimanche est en Espagne, où les bureaux de vote viennent de fermer. Sans aucun doute, il y aura un avant et un après 11 mars. Nous y reviendrons largement dans ce journal. Mais tout de suite, le point sur l'enquête. La piste islamiste s'affirme davantage, même s'il faut rester prudent. Depuis hier soir, après l'arrestation de 3 Marocains et de 2 Indiens, l'enquête ne progresse que dans une seule direction, avec comme nouvel indice une cassette vidéo dans laquelle Al-Qaïda revendique l'attentat, même si cet enregistrement n'est pas pour l'heure authentifié. Bernard Lebrun. Pas facile de faire parler les carcasses métalliques des trains attaqués. Ce sont pourtant les principaux éléments dont dispose la police espagnole, avec en plus et par chance un étrange bagage abandonné dans cette gare d'El Pozo. Ce sac de sport bourré de dynamite et de grenailles, prêt à exploser d'un simple coup de fil. Celui-ci n'a pas fonctionné, mais la puce téléphonique, elle, a beaucoup parlé à la police. Tout particulièrement au commissariat de ce quartier, lava-pièce, pas loin de la gare d'Atocha. Les policiers sont remontés jusqu'à cette téléboutique d'où venait la carte à puce. Les 3 Marocains arrêtés hier y travaillaient, dont un certain Mohamed Chaoui, déjà repéré en 2001 pour avoir été en communication avec cet homme, Barakat Yarkas, chef supposé de la cellule espagnole d'Al-Qaïda. Mohamed Chaoui, un nom bien connu de cet avocat français pour les familles des victimes du 11 septembre à New York. Mohamed Chaoui, donc, qui vient d'être arrêté il y a quelques heures par les autorités espagnoles, était déjà connu, identifié des autorités espagnoles à partir d'août 2001, dans le cadre de l'enquête sur la première cellule Al-Qaïda espagnole démantelée par le juge Balthazar Garzón. Second élément qui recentre l'enquête sur la piste islamiste, une cassette vidéo récupérée dans une poubelle cette nuit par la police, après appel téléphonique, tout à côté de la mosquée de Madrid. À 1h du matin, le ministre de l'Intérieur a révélé le contenu de cette revendication. Nous déclarons notre responsabilité dans ce qui est arrivé à Madrid. C'est une réponse à votre collaboration avec le criminel Bush et ses alliés. Le signataire se prétend porte-parole militaire d'Al-Qaïda en Europe. L'identité de cette personne est totalement inconnue de nos services de renseignement, tout comme des agences internationales de renseignement auxquels nous nous sommes adressés. L'enquête sera longue et rien ne permet pour l'instant d'affirmer qu'Al-Qaïda est le commanditaire de cet attentat. Mais désormais, y compris pour le gouvernement espagnol, c'est une sérieuse éventualité. Ces nouveaux développements dans l'enquête ont un fort retentissement sur la communauté musulmane espagnole qui craint les amalgames. Aujourd'hui, 300 000 Marocains vivent en Espagne, parfaitement intégrés. Ils ressentent avec inquiétude cette folie terroriste. Reportage dans ce quartier où se trouve le magasin de téléphones portables d'un des suspects arrêtés, Jérôme Bonny, Yann Moine. Prière empreinte de gravité aujourd'hui à la Grande Mosquée de Madrid. Dans tous les esprits, il y a le traumatisme des attentats de jeudi. Autant que musulmans, ils sont espagnols et tiennent à exprimer leur réprobation. Nous condamnons le 11 septembre. Nous condamnons tout acte de terrorisme d'où qu'il vienne. C'est notre position et c'est une position claire. Les musulmans d'Espagne sont touchés dans leur chair par les attentats qui ont fait au moins 8 morts et 60 blessés parmi eux. Un ami. C'est un ami à moi, elle a 25 ans qu'elle est morte. C'est un ami à moi, on a travaillé ensemble, on est étudié ensemble, qu'elle est morte.
Ils disent non au terrorisme, en espagnol, mais aussi en arabe, dans le quartier de Lavapiés, où vivent beaucoup de Marocains. C'est ici que la police espagnole a procédé hier soir à plusieurs arrestations. Les voisins des terroristes présumés n'en reviennent pas. Oui, je connais deux. Je connais deux parce qu'hier, quand la police est arrivée, j'étais là. Ben, ils viennent des fois ici prendre un café, manger, parce qu'ils ont un commerce juste à côté. Après les attentats, Ali a vu ces arrestations comme un deuxième choc. On est très touchés. Je te jure, moi, j'ai pas dormi toute la nuit. J'ai pas dormi. Vous avez peur des réactions des Espagnols ou pas? Un petit peu, oui. Un petit peu. Parce que voilà, il y a des Marocains, il y a des Espagnols qui généralisent. Hein. On souffre ici, on souffre, et maintenant on va souffrir plus. D'autres Marocains que nous avons rencontrés ont confiance dans les réactions de cette population espagnole avec laquelle ils vivent depuis des années. Mais ici, personne ne sait exactement comment vont évoluer les mentalités maintenant que l'Espagne se trouve en première ligne de la lutte contre le terrorisme. Les attentats de Madrid ont nécessairement un impact sur les élections. Premier signe qui ne trompe pas, le taux de participation est largement supérieur à celui de 2000. Aucune projection sérieuse ne peut être envisagée avant la fin de soirée, mais à coup sûr, les Espagnols sous le choc ont voté dans l'émotion. Certains blessés par les attentats ont tenu à porter eux-mêmes leur bulletin dans l'urne. Reportage dans ce bureau de vote tout près de la gare d'Atocha, Vincent Nguyen, Éric Mézy. Le choc. Juste en face du bureau de vote, dans le quartier d'El Pozo, un wagon déchiqueté. 70 personnes sont mortes jeudi dans cette petite gare, et les gens d'El Pozo ne trouvent toujours pas de mots assez forts pour décrire ce qu'ils ressentent. En ce jour d'élection, ils vont accomplir leur devoir civique, et ils en ont deux. Voter et se recueillir. On est plus préoccupé par ce qui arrive que par les élections, dit cette femme. Je suis allé voter et après je suis revenu là. Je suis vraiment mal. Le bureau de vote ne désemplit pas. Un bulletin rose pour élire les sénateurs, un blanc pour les députés. Le Parti populaire de José María Aznar ou le Parti socialiste, la droite ou la gauche, voilà l'enjeu. Mais cette électrice est perturbée par les événements. Elle est indécise, elle a l'impression d'être manipulée. Peut-être qu'on aurait dû reporter les élections, dit cet homme. Difficile de faire un choix avec des larmes dans les yeux. Et ce wagon là dehors. Mais dans cette cité ouvrière où l'on est plutôt de gauche, beaucoup ont trouvé une raison de plus d'aller aux urnes. Le parti d'Aznar nous a entraînés dans la guerre, la destruction et le désespoir. Et je veux voter contre. Moi, je ne sais pas si j'ai bien voté ou non, mais je l'ai fait parce que la vie doit continuer, dit cette dame. Pendant que derrière, sa petite fille dépose parmi les fleurs le dessin d'un train en flammes. Certains pensent que ces élections sont trop chargées d'émotions. D'autres estiment que les maintenir, c'est affirmer la victoire de la démocratie sur le terrorisme. Quelle sera l'influence des attentats sur ce scrutin? Réponse dans quelques heures. Les bureaux de vote, en effet, sont fermés depuis maintenant quelques minutes. Donné favori il y a quelques jours encore, le Parti populaire de José María Aznar a été secoué par les attentats, mais impossible de dire si cela profitera à l'opposition de gauche. En tout cas, l'entêtement du gouvernement a désigné le TA comme responsable. Sa gestion bancale de la crise ont jeté le trouble sur la transparence de l'enquête, et c'est dans une ambiance particulièrement tendue que le président du gouvernement espagnol, qui quitte ce soir la scène politique, a voté pour la dernière fois. Sama Soula. José María Aznar n'est pas candidat à sa propre succession, mais c'est paradoxalement l'élection la plus difficile de sa carrière politique. Ana Botella, son épouse, a bien du mal à retenir ses larmes. À la sortie, le chef du gouvernement espagnol parvient à peine à se faire entendre, conspuer et acclamer à la fois. Ses partisans tentent de recouvrir les insultes, le traitant de menteur et de manipulateur. Après 8 ans de mandat, une sortie bien amère pour les Aznar. Mariano Rajoy, le candidat conservateur, avant les attentats, sa succession à José María Aznar ne devait poser aucun problème. Lui aussi vote sous les huées, la sécurité est même obligée d'évacuer ses détracteurs du bureau de vote.
Cette colère, les Espagnols l'ont exprimée toute la nuit dernière. Avant de voter, on veut la vérité, ont-ils crié, rassemblés sur la Puerta del Sol. La vérité, on veut toute la vérité. Qu'on arrête de nous manipuler, ces morts sont les nôtres. On veut dire qu'on est très fatigué, que le gouvernement mente, qu'il ne nous dise pas ce qu'il fait depuis le début. Parti populaire, parti criminel, le crime, s'être rangé aux côtés des Américains dans la guerre contre l'Irak. On est contre ce que fait le gouvernement. Il a mené une guerre qu'on ne voulait pas. Et aujourd'hui, on en voit les conséquences. Et la participation massive à l'élection d'aujourd'hui est sans doute un signe supplémentaire du mécontentement du peuple espagnol. Précisément, nous vous retrouvons en direct de Madrid. Bertrand Coq, je le disais au début du journal, ces élections ont provoqué une vraie mobilisation des Espagnols. Quel est le taux définitif de participation dont vous disposez ? Alors je ne l'ai pas, Béatrice, parce que vous venez de le dire, le scrutin vient juste de se terminer, les bureaux de vote ont fermé à 8 heures, donc il est encore trop tôt pour avoir le taux définitif de participation. À 18 heures, il était de 66%, c'est-à-dire 8 points de plus qu'en 2000. Donc 4 jours après les attentats de Madrid, les Espagnols se sont déplacés massivement pour voter. C'était attendu, les jeunes notamment ont beaucoup été votés. Alors évidemment, la question est de savoir à qui va profiter cette mobilisation. Les tout premiers sondages donnent le Parti populaire du Premier ministre sortant Aznar et le Parti socialiste au coude à coude, avec à peu près 40% des voix et une légère avance pour le Parti socialiste. Si ces résultats se confirmaient, ce serait une énorme surprise qui pourrait ouvrir une grave crise politique en Espagne parce qu'aucun des deux grands partis ne disposerait d'une majorité absolue. Mais je crois qu'il faut être encore très prudent. L'expérience des scrutins précédents nous montre que ces premières estimations, ces sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote sont généralement démentis quelques heures plus tard par les résultats officiels, lesquels résultats nous ne connaîtrons pas avant 10h30 du soir au plus tôt. Merci Bertrand. En tout cas, nous vous retrouverons en fin de journal probablement pour d'autres estimations que nous prendrons toujours avec cette même prudence. Au Pays Basque, ils sont nombreux à se sentir outragés par l'attitude du gouvernement qui a désigné avec insistance l'ETA comme responsable des attentats. Et de nombreux électeurs considèrent que ce scrutin doit sanctionner le parti de José María Aznar pour avoir entraîné l'Espagne dans la guerre en Irak. À Bilbao, les séparatistes ne veulent pas servir de bouc émissaire. Reportage Christelle Bertrand, Patrick Desmullet. C'est la sortie du dimanche. Il fait beau, les Basques profitent du temps printanier. Mais si l'attitude est décontractée, l'esprit de tous est préoccupé. Les attentats monopolisent les conversations et font réfléchir. Il y a des gens qui ne pensaient pas aller voter, dit cette femme. Mais les événements les ont poussés à se déplacer et là, c'est sûr, ils ont voté contre le PP. Ici, on s'attend à un vote nationaliste important. Les modérés occupent 8 sièges au Parlement. Les plus radicaux comme Batasuna sont interdits. Le bras politique de l'ETA aurait distribué clandestinement ses propres bulletins qui seront comptabilisés dans le vote nul. Et fait extrêmement rare, pour la deuxième fois en 2 jours, l'ETA, encore dans le journal Gara, martèle son innocence dans un long communiqué. Depuis le début, tous les Basques en sont convaincus. Jamais ça ne m'a traversé l'esprit que ça pouvait être l'ETA, dit cet homme. Par le passé, ils ont commis de véritables actes de barbarie, mais un attentat comme ça, je ne peux pas y croire. On nous a montré du doigt, nous les Basques. Il y a une persécution du nationalisme démocratique qui est inadmissible. Le PP devrait démissionner. À leur tour, les Basques montrent du doigt le gouvernement. Ils espèrent que ces élections vont le sanctionner. Les Basques ont toujours reproché au gouvernement de manipuler l'opinion publique contre eux. Pour une fois aujourd'hui, Basques et Espagnols partagent le même sentiment. En ce dimanche, jour de prière, chacun se recueille en mémoire des victimes des attentats et pour être au plus près des lieux du drame, les Madrilènes sont retournées s'incliner à la gare d'Atocha. Reportage Dorothée Cochard, Annie Triboire. Le trafic a repris à la gare d'Atocha. Curieux lieu pour une promenade dominicale aux allures de pèlerinage. À part quelques civières oubliées sur le quai, il n'y a plus vraiment de traces de l'attentat.
Oui, je sais, il ne reste rien ici, mais venir, c'est comme si j'étais un peu avec les victimes. Autour de la gare, dans la gare, des hôtels prennent forme et grandissent. Besoin de se recueillir pour leurs enfants, leur futur et contre la violence. Et puis ce besoin de filmer systématiquement entre souvenirs morbides et supports de mémoire. Je fais la photo pour moi et puis aussi pour ma revue universitaire. À 100 mètres de la gare, les marchands du temple, qui n'en sont pas vraiment. Toutes les recettes, disent-ils, seront reversées aux familles des victimes. 11 € le t-shirt en référence au 11 mars. Les banques, elles aussi, ont mis à disposition un numéro de compte pour ceux qui souhaiteraient faire des dons aux familles des victimes. C'est bien peu de choses, disent les Espagnols, mais c'est une manière comme une autre de modifier modestement le cours de l'histoire. Autre moment de prière à des milliers de kilomètres de là, en Irak. Le contingent espagnol s'est recueilli lors d'une messe en plein air en hommage aux victimes. Sur cette base près de Nadjaf, le drapeau a été mis en berne. Depuis le début de la guerre en Irak, l'Espagne a envoyé quelques 1300 soldats, des militaires qui font partie de la coalition dirigée par les États-Unis. L'Espagne aux côtés de l'Amérique dans la crise irakienne, une décision personnelle prise par José María Aznar et contre l'opinion publique. Karine Comazzi. Ce matin, à la caserne de Divania, l'heure est à la prière. Ils ont trouvé la mort à cause de ces groupes de terroristes sans vergogne, dit le prêtre. Dans l'église improvisée, les jeunes volontaires du 11e régiment d'infanterie. Beaucoup viennent de Madrid et leur cœur, depuis 3 jours, est là-bas. Dans la cour de la caserne, le drapeau espagnol flotte, mais il n'est hissé qu'à moitié, en signe de deuil. Notre mission ici, c'est d'abord de continuer à faire notre travail en mémoire de toutes les personnes qui sont mortes en Espagne. L'Espagne a déployé 1300 hommes au service, selon José María Aznar, de la sécurité en Irak. L'opinion espagnole, qui a toujours dénoncé cet engagement, estime que le pays paye aujourd'hui le prix fort de la guerre. Déjà, le 30 novembre dernier, 7 agents secrets espagnols trouvaient la mort sur une route au sud de Bagdad. Ces images d'Irakiens apparemment satisfaits d'humilier les alliés des Américains avaient bouleversé l'Espagne. Mais le gouvernement prolongeait de 6 mois la présence de ses troupes à Bagdad. Ces soldats sauront dans quelques heures si leurs compatriotes ont sanctionné dans les urnes leur présence en Irak. Dans l'enquête sur les attentats de Madrid, plusieurs experts espagnols de la lutte antiterroriste font route actuellement vers le Maroc. La piste marocaine refait surface, même si les liens entre les intégristes marocains et Al-Qaïda ne sont pas établis avec certitude. Néanmoins, l'arrestation de 3 Marocains hier, celle d'islamistes présumés d'Al-Qaïda en Espagne ces derniers mois, enfin les attentats suicides de Casablanca contre un restaurant espagnol créent des convergences suspectes dans ces pays géographiquement si proches et donc faciles d'accès. Arnaud Miguet. Le 11 mai 2002, 3 Saoudiens et 5 ressortissants marocains sont arrêtés au Maroc. Ils avaient l'intention de couler des navires de l'OTAN dans le détroit de Gibraltar. Mais un an plus tard, le Maroc est frappé. De ces bidonvilles de Casablanca, où règne pauvreté et chômage, viennent 8 kamikazes liés à Al-Qaïda qui vont prendre pour cible en mai 2003 un hôtel, un cimetière juif et un restaurant, la Casa de España. Bilan, 45 morts. Les auteurs de ces attentats ne sont pas tous des anciens d'Afghanistan. On a une technique, je dirais, de franchisage, c'est-à-dire que Al-Qaïda donne une très grande autonomie à des groupes locaux qui peuvent très bien être composés de gens qui n'ont jamais été en Afghanistan et qui n'ont jamais rencontré les dirigeants d'Al-Qaïda. Pour les franchisés, cible facile outre le Maroc, l'Espagne. D'ailleurs, dès le 18 octobre 2002 sur Al Jazeera, Oussama Ben Laden menace. Nous nous réservons le droit de riposter au moment le plus opportun contre tous les pays participant à cette guerre, en particulier la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Australie, la Pologne, le Japon et l'Italie. Et d'ailleurs, Ben Laden a été entendu, car depuis le 11 septembre 2001, la police espagnole a démantelé plusieurs réseaux. Et le juge Garzón établit des liens entre les cellules espagnoles et des groupes européens liés à Al-Qaïda. Si la piste islamiste était confirmée pour l'attentat de Madrid, ce serait la première fois que l'Europe serait frappée en son cœur et la première fois qu'une cellule européenne serait parvenue à ses fins.
En tout cas, l'hypothèse de la piste islamiste ravive les inquiétudes en Europe. Les mesures de sécurité ont été renforcées. En France, Vigipirate est passé au rouge dans les gares et les aéroports. Jean-Pierre Raffarin s'est rendu aujourd'hui à la gare du Nord pour s'assurer du bon fonctionnement du dispositif. Mathias Silian. Il a prévenu de sa visite au dernier moment. Son ministre de l'Intérieur annonçait le renforcement du plan Vigipirate il y a 2 jours. Aujourd'hui, Jean-Pierre Raffarin est venu inspecter le dispositif. Je vous souhaite un bon voyage. Merci. Monsieur le Premier ministre. Non, il n'y a pas de menace spécifique. Il n'y a pas de menace particulière. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur. Parce que quand on a peur, on donne déjà une place à l'adversaire. Donc il faut être vigilant. Les mots et les gestes pour rassurer et montrer sa présence. De Madrid à la gare du Nord, le message du Premier ministre est clair. La lutte contre le terrorisme, c'est son affaire. Nous voulons renforcer la coopération européenne, car ce qui s'est passé à Madrid l'a montré, une solidarité s'impose. Nous avons déjà des coopérations fortes sur le plan des renseignements, mais il faut travailler encore davantage au niveau international. En baisse dans les derniers sondages, Jean-Pierre Raffarin a consacré 1 heure cet après-midi à rassurer les voyageurs, qui sont aussi des électeurs. Bon voyage. Merci, au revoir. Et ceci nous amène aux déclarations de Laurent Fabius qui, face à la menace terroriste, propose une union sacrée. Laurent Fabius était l'invité de nos confrères d'RTL Le Monde. Nous l'écoutons. Il ne peut pas y avoir d'approche partisane sur ces sujets. Je ne fais pas partie du club des angéliques. Il faut être dur avec le crime. Et pas plus que je ne songerais à reprocher au gouvernement une attitude ferme. Le gouvernement doit savoir que s'il veut compter sur nous, sur moi notamment, pour avancer d'une façon unie dans cette lutte contre le terrorisme, nous sommes là. Quant à l'Allemagne, elle demande une réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne avec comme ordre du jour la sécurité des pays de l'Union face au terrorisme. L'Europe donc qui se sent menacée, la Grande-Bretagne active aux côtés des États-Unis dans la guerre en Irak est une cible désignée par Al-Qaïda. Tony Blair demande aux Britanniques la plus grande vigilance. Laurent Boussier, Dominique Marotel. Des blocs de béton autour du Parlement de Westminster ou de l'ambassade des États-Unis. Des policiers fortement armés qui patrouillent à proximité des bâtiments publics et dans les aéroports. Depuis plusieurs mois, la Grande-Bretagne est en état d'alerte. Ici, de longue date, les menaces d'attentats sont prises très au sérieux. La tragédie de Madrid n'a donc pas surpris le gouvernement. Nous devons être préparés à ce que les terroristes frappent quand ils le veulent et comme ils le veulent. Mais faisons passer ce message d'Espagne, de Grande-Bretagne et du monde libre. Malgré notre peine, nous n'aurons pas peur. Alors que ce matin, en hommage aux victimes de l'attentat de Madrid, l'hymne espagnol était joué par la musique de la garde à Buckingham Palace, la police des transports s'apprêtait à renforcer la sécurité dans les trains et les métros. Aux habituels policiers en uniforme devraient donc bientôt s'ajouter des agents civils équipés de matériel permettant de détecter des armes chimiques, biologiques ou nucléaires. Avant même les attentats de Madrid, la sécurité dans les transports publics était une des priorités de la police britannique. Cible potentielle des terroristes islamistes, Londres sait qu'il faudra à la fois de la chance, une vigilance de tous les instants et une détermination sans faille pour déjouer les actions de ces fanatiques. Aux États-Unis, le secrétaire d'État américain considère qu'il est prématuré de se prononcer sur la signature des attentats, trop tôt pour être sûr qu'il s'agit d'Al-Qaïda, mais cette nouvelle folie terroriste, d'où qu'elle vienne, doit mobiliser davantage encore. Alain Chalvron, Aaron Diamond. Dans un geste inhabituel, le président Bush est allé à l'ambassade d'Espagne déposer une gerbe. Et il aurait certainement souhaité que l'on reste dans le registre de l'émotion. Seulement voilà. Devant l'évidence qu'Al-Qaïda est bien derrière les attentats, les États-Unis se retrouvent en position d'accusés d'avoir entraîné l'Espagne dans une guerre en Irak que le peuple espagnol paierait aujourd'hui. Les ténors de l'administration se sont donc invités dans les émissions télévisées dominicales pour contre-attaquer. Explication souvent embarrassée. Le terrorisme, c'est le terrorisme, dit ainsi Condi Rice, la conseillère de George Bush pour la sécurité, signifiant par là que ETA ou Al-Qaïda, c'est du pareil au même. D'ailleurs, ajoute Donald Rumsfeld, il semble qu'il y ait de plus en plus de liens entre les organisations terroristes, suggérant qu'ETA et Al-Qaïda auraient pu travailler ensemble. Quant à Colin Powell, il estime que le débat sur la responsabilité des États-Unis est un faux débat. Plutôt que de chercher quelle est la faute que l'Espagne aurait faite en s'associant ainsi à la guerre contre la terreur, chacun devrait redoubler d'efforts contre toutes les organisations terroristes, quelles qu'elles soient.
Pour l'heure, les Américains se préoccupent surtout de leur sécurité. Al-Qaïda annonce un prochain attentat sur le sol américain prêt à 90% et baptisé Vent Noir. Or, les lacunes en matière de sécurité sautent aux yeux depuis Madrid. Le réseau ferré, emprunté chaque jour par 32 millions de passagers, est complètement vulnérable. Ils disent que l'Amérique sera la prochaine sur la liste et la sécurité dans les trains n'est pas terrible. Si l'on ajoute à tout cela qu'une dizaine de soldats américains sont morts en Irak ces derniers jours, que la guerre civile menace là-bas, alors on comprend que George Bush traverse décidément une mauvaise passe. En Irak, où 3 soldats américains qui patrouillaient hier soir dans le sud-est de Bagdad ont été tués par un attentat à la bombe, et un 4e militaire américain a lui aussi trouvé la mort dans un second attentat perpétré ce matin dans la capitale irakienne. Au Proche-Orient, un double attentat suicide a été commis cet après-midi dans le port israélien d'Ashdod. 10 personnes ont été tuées, en plus des 2 kamikazes. Cet attentat a été revendiqué à la fois par le Hamas et un groupe armé lié au Fatah, et serait une riposte à la mort de 5 militants des brigades des martyrs d'Al-Aqsa tués par l'armée israélienne la semaine dernière en Cisjordanie. En Russie, sans surprise, Vladimir Poutine a été réélu. D'après ses derniers sondages sortis des urnes, il obtiendrait 69% des voix, une victoire éclatante dès le premier tour. La seule incertitude concernait le taux de participation. Le Kremlin craignait que les Russes boudent le scrutin. Ça n'a pas été le cas. Dominique Berdin. Yevgeny et Oksana Makarov font partie de ce que l'on appelle la nouvelle classe moyenne. À eux deux, ils gagnent un peu plus de 2000 € par mois. En Russie, ce n'est pas rien. Yevgeny vend des pièces détachées de voitures. Oksana est comptable dans une maison d'édition. Lorsqu'ils arrivent au bureau de vote ce matin, Yevgeny constate avec soulagement qu'ils ne sont pas les seuls. Les sondages, certes, donnent Vladimir Poutine grandissime favori, mais pour que l'élection soit déclarée valide, il faut un taux de participation supérieur à 50% des inscrits. Ce sera bientôt chose faite. Prendre part aux élections, bien sûr, oui, que c'est important. Quand on peut choisir, il faut le faire, évidemment. Yevgeny a voté Poutine comme 2 électeurs russes sur 3 aujourd'hui, selon les premières estimations, à la sortie des urnes. Dans la famille Makarov, pourtant, le président sortant ne compte pas que des admirateurs. Contrairement à son mari, Oksana, elle, a voté pour la candidate réformatrice libérale, Irina Khakamada. Oksana se méfie de Vladimir Poutine et de tous ceux qui, comme lui, sont issus de l'ex-KGB. Si quelqu'un comme vous et moi commet quelque chose de répréhensible, il sera inculpé et jugé. Les gens du KGB, eux, se placent au-dessus des lois et ça ne me plaît pas. Cet été, Yevgeny, Oksana et leurs 2 filles quitteront leur minuscule de pièces pour un logement un peu plus grand. Ils l'ont acheté à crédit, signe qu'ils ont confiance en l'avenir. La Russie a besoin de stabilité et non de tous ces bouleversements qu'on a connus auparavant. Moins souvent on fera la une de l'actualité et mieux on se portera. Pour Vladimir Poutine, cette réélection ne fut qu'une formalité. Il était tellement sûr de l'emporter d'ailleurs que dès mardi dernier, il a présenté son nouveau gouvernement. Avec une assemblée tout acquise à sa cause, la télévision aux ordres, le maître du Kremlin peut considérer l'avenir avec sérénité. Du moins, tant que les cours du pétrole maintiendront à flot l'économie de la Russie. Un important incendie s'est déclaré ce soir dans les locaux du Manège à Moscou, près du Kremlin. Ce bâtiment historique, construit au 19e siècle, abrite aujourd'hui une salle d'exposition. Tous les pompiers disponibles dans la capitale russe ont été mobilisés pour éteindre le feu. Le procès de Bertrand Cantat s'ouvre mardi à Vilnius. Le chanteur répondra d'homicide volontaire pour la mort de Marie Trintignant en juillet dernier. Après 8 mois en prison, Bertrand Cantat, qui vient d'avoir 40 ans, comparaîtra devant ses juges. Il risque jusqu'à 15 ans d'incarcération. En Lituanie, les familles des 2 parties sont arrivées en cette fin de semaine. Reportage Zindine Boudaoud, Abdel Zouyesh. Le frère et la mère de Marie Trintignant, de retour à Vilnius pour la première fois depuis la mort de la jeune comédienne. Dans le même avion, le défenseur de Bertrand Cantat. Une arrivée très médiatique, tous les acteurs du procès sont là. Nadine Trintignant se réfugie dans le silence. Vous attendez que justice soit faite, Madame Trintignant? Oui, monsieur. Oui, j'ai pas envie de parler. L'autre clan, celui des proches de Bertrand Cantat, est à Vilnius depuis plusieurs jours. Hier, sa mère et une amie lui ont rendu visite une dernière fois avant le procès. Madame Cantat, vous pouvez nous dire si vous attendez ce procès? Je ne veux rien vous dire, j'attends la justice. La justice lituanienne fera son travail.
Bertrand Cantat va se défendre, comme on le voit sur ce document obtenu par Le Parisien. Le chanteur revient sur la nuit du drame. Entre deux sanglots, il explique son geste à la juge française venue l'interroger à Vilnius. Il affirme avoir donné uniquement des gifles à sa compagne, au moins 4, très fortes. Bertrand Cantat avait rejoint Marie Trintignant en Lituanie sur le tournage du film Colette, réalisé par la mère de l'actrice. En fin de tournage, dans la nuit du 26 au 27 juillet, tout bascule. Une querelle, une bagarre qui laisse Marie Trintignant dans le coma, dans cette chambre d'un hôtel luxueux. Le couple avait fini la soirée ici, chez un technicien du film. Une soirée très arrosée. Ce technicien, c'est lui, Andrius Liluga, qui se dérobe à nos questions. S'il vous plaît. Je dis rien, vraiment, je vous dis, je dis rien. Excusez-moi. Le jeune Lituanien a raconté aux enquêteurs que Bertrand Cantat était hors de lui, au point de jeter son verre contre un mur. L'acte d'accusation est terrible pour le chanteur. Poursuivi pour meurtre sous l'emprise de l'alcool, il risque 15 ans de prison. En France, Bertrand Cantat a une très bonne image. Chanteur engagé, défenseur de la liberté. Mais le procès va montrer une toute autre image de lui. Vous verrez. Le procureur fait référence aux mystérieux comprimés retrouvés dans la chambre du couple. Sur la nature de ces cachets, il ne veut rien révéler avant le procès. En Lituanie, la prise de stupéfiants est un facteur aggravant pour l'auteur d'un crime. Selon les témoins de l'affaire et sur ce qu'on sait de sa vie, il n'y a rien qui puisse montrer que Bertrand Cantat se droguait. Face à ces juges, 3 magistrats professionnels, Bertrand Cantat va plaider le crime passionnel. Il entend assumer sa responsabilité dans la mort de Marie Trintignant, mais veut convaincre le tribunal qu'il n'a jamais souhaité cette fin à l'amour de sa vie. En France, les élections régionales. Dans sa campagne pour la présidence de la région Île-de-France, Jean Peluchon a reçu un soutien de poids, Lionel Jospin, venu l'accompagner sur les marchés du 18e arrondissement de Paris. L'ancien Premier ministre en a profité pour délivrer un message très critique à l'égard de l'actuel gouvernement. Javid Imbert, Frédéric Basile. Même lui avait l'air impressionné devant la muraille médiatique et la foire d'empoigne digne de ses plus beaux jours à Matignon. Rien pourtant ne devait être improvisé dans cette sortie de Lionel Jospin. Pas question par exemple d'obtenir une interview avant le moment prévu. Alors vous n'allez pas parler? Si, tout à l'heure. Ah bon? Tout à l'heure, on a dit. Objectif déclaré de la visite, donner un coup de main électoral à Jean Peluchon, tête de liste de la gauche au régional en Île-de-France. L'intéressé est ravi, même quand son invité vedette, décidément incommodé, demande à son service d'ordre de faire le ménage. Je pense que les Français respectent toujours beaucoup les Jospin. C'est pas possible de... D'autres personnalités sont là, à toutes évidemment, la même question est posée. Il revient là pour vous? Ah, mais dans le 18e, il n'est jamais parti. Revient-il? Lionel Jospin lui aussi a préféré éluder la question. En revanche, pour sa 4e apparition dans la campagne des régionales, il avait un message à délivrer. Il faut selon lui sanctionner le gouvernement. Le chômage augmente, les déficits augmentent, la dette augmente. Et il y a des droits sociaux, des acquis qui sont remis en cause. Et les Français doivent dire qu'ils n'acceptent pas cette orientation et cette politique. Monsieur, ça fait 6 ans qu'on ne vous a pas vu dans le quartier, qu'est-ce qui se passe? Quelques militants UMP croisés en chemin ont tenté de troubler la fête qui s'est conclue dans un café du quartier, pas vraiment à l'abri des regards. Quant au contact direct avec les électeurs, il aura été réduit. Les caméras et les micros faisaient un peu écran ce matin. Les 21 et les 28 mars, près de 12 000 candidats se disputeront les suffrages des électeurs lors des élections cantonales. Parmi ces candidats, 2600 femmes, et notamment Bernadette Chirac, qui se représente en Corrèze, où elle est élue depuis 1979. Arnaud Boutet, Mathias Barrois. La dentelle au-dessus de la cheminée, c'est du crochet. La dentelle, le fusil, voici la Corrèze qu'elle vénère. Et lorsqu'elle s'invite à la ferme, Bernadette Chirac ne vient pas seule. Des caméras, des micros. Dans la salle à manger, elle donne les ordres. Le propriétaire exécute. On a restauré donc. C'est la maison des arrière-grands-parents qu'on a restaurée. Cette maison, c'est elle qui en assure la visite. Vous ne trouvez pas que c'est une jolie maison?
avec les ardoises taillées en écailles de poisson. Le vieux puits qui est là. Là-bas, c'est quoi, Francine? Là-bas, c'est le four. Ah, c'est derrière, on a le four dans la maison. Dans cette promenade volontairement médiatique, tout le monde marche au pas. Oui, au lieu de nous prendre là, regardez le paysage. Allez, hop, demi-tour. Depuis 23 ans, elle visite, écoute, mais joue les modestes. Selon elle, c'est Jacques Chirac, l'expert en agriculture, pas elle. J'ai épousé un ministre de l'Agriculture qui a laissé un nom parmi les agriculteurs parce que c'est le poste qu'il a préféré. Il a excellé dans ce domaine. Il est encore excessivement... Tout à fait, oui. Voilà. Il y a 6 ans, ce devait être son dernier mandat. La première dame de France se représente par choix, non par obligation, précise-t-elle. Cette année, elle encourage les PME avec les arguments d'un bon vendeur. Joli pour des jeunes, ça. Tout à fait. C'est beau, ça. Et cette couleur-là aussi est très chouette, je trouve. Au PS, on lui reproche surtout son absence au département. Elle participe par ailleurs à une commission qui est essentielle dans le département, la commission des affaires sociales. Demandez-lui combien de fois elle y est allée depuis 3 ans. Moi, je vous donne la réponse. Jamais. On va à Hérin. Si elle est élue au premier tour, Bernadette Chirac partira soutenir quelques ministres candidats pour les régionales. Ici, en Corrèze, elle n'a besoin de personne et elle le montre bien. La campagne pour les régionales ne semble pas faire recette. À une semaine du scrutin, les leaders politiques s'inquiètent d'un fort taux d'abstention. Pour y remédier dans l'avenir, et selon un sondage publié aujourd'hui par Ouest Dimanche, près de 2 tiers des Français seraient favorables à l'instauration du vote obligatoire. 37% d'entre eux désapprouveraient en revanche une telle mesure. Menu d'une commission rogatoire internationale, 2 gendarmes français ont commencé à examiner le Seattle Trader, le navire philippin soupçonné d'avoir provoqué le naufrage du chalutier Bucalet-Braise. Ils ont notamment procédé à des prélèvements de peinture de la coque du bateau dans le port chinois où il est amarré. Philippe Rochaud, Sylvain Giaume. Il faut plus de 24 heures au Seattle Trader pour décharger son minerai de fer sur les quais du port de Fangshangang, où il a accosté la nuit dernière. La coque apparaît donc progressivement dans sa totalité, un élément capital pour l'enquête qui se déroule ici. À bord se trouvent 2 gendarmes français et le vice-consul de France à Canton, ainsi qu'un représentant du ministère de l'Intérieur. La police et l'armée chinoise, qui ont déjà réalisé une enquête de 10 heures sur le navire, les accompagnent et livrent progressivement les résultats. 2 membres du consulat des Philippines à Canton sont également présents, car le Seattle Trader reste sous la souveraineté de ce pays. Ce sont d'ailleurs les Philippins qui nous ont refusé l'accès à bord. L'équipage est consigné sur le bateau et se défend d'avoir provoqué l'accident avec le chalutier Bucalet-Braise. La coopération est bonne, nous affirme-t-on, mais les conclusions ne seront pas données rapidement. Le déchargement du Seattle Trader permet de prélever de la peinture sur la coque pour une analyse qui prendra du temps. Mais il faut faire vite, le navire a le droit de repartir quand il veut, il est libre selon le droit maritime, quels que soient les soupçons qui pèsent sur lui. Le cas du Seattle Trader nous a fait oublier qu'une dizaine d'autres navires sont également suspects dans le naufrage du Bucalet-Braise. Si ce navire philippin est innocenté, la même opération d'enquête va continuer pour eux. La Pyrémenta, les 300 concurrents de la plus prestigieuse des compétitions de ski alpinisme se sont affrontés ce week-end en plein cœur de la Savoie. Des paysages remarquables, mais une course particulièrement éprouvante. En 4 jours, ils auront gravi 8500 mètres à ski. Julien Beaumont, Samuel Humez. Remontée mécanique interdite pour ses concurrents de l'extrême. La Pyrémenta, c'est un parcours exténuant en tandem dans les super paysages du Beaufortin. Ski au pied ou sur le dos, il faut escalader 3 sommets et à chaque fois redescendre le plus vite possible. Et c'est comme ça pendant 4 jours. Chaque jour, c'est encore plus à l'arrache. Mais bon, c'est bon, on est venu pour ça. Hein. Allez, bravo, c'est bien les gars. Pour les amateurs, heureusement, il y a le public, venu en masse au sommet par ses propres moyens. L'occasion pour les derniers d'avoir leur instant de gloire. Mais pour gagner, il faut alléger son matériel le plus possible. Les meilleurs n'hésitent pas à râper le dessous de leurs chaussures et à faire des trous à la perceuse, des petits riens qui font la différence. 1 kg au pied supplémentaire représentait 7 kg sur le dos. Donc vous vous rendez compte, sur 2, 3, 4 heures d'effort,
ce que ça peut représenter entre deux concurrents de même niveau, avec des chaussures différentes. A priori moins difficile, la descente est pourtant périlleuse. Sur ces 1000 mètres en hors-piste, la fatigue joue parfois des tours à ces skieurs très expérimentés. On y pense pendant 1 an et on en bosse pendant 4 jours. Tous les matins on se demande pourquoi on est venu la faire, mais bon, on aime ça. Consolation pour les derniers qui sont arrivés avec 8 heures de retard sur les premiers. En échange, ils ont profité plus longtemps d'un panorama exceptionnel. Cinéma, sorti sur les écrans ce mercredi d'un film émouvant et drôle, Les choristes, avec Gérard Jugnot dans le rôle d'un pion de maison de redressement qui parvient à faire partager la magie du chant à ses élèves. Pascal Deschamps, Vincent Bouffartigues. Ah ben c'est toi là, le petit au premier rang. Et toi et le pion. Été 2003, Morange et Pépineau se souviennent de cette maison de redressement où ils étaient placés. Et surtout de ce pion pas comme les autres qui a changé leur vie. Ils sont comment les gamins exactement? On vous a pas dit. 1949, Clément Mathieu débarque comme surveillant dans l'austère pension du fond de l'étang. Une cinquantaine de gamins difficiles, les sauvageons de l'époque. Mais pour lui, il n'y a pas d'enfants perdus. Il va donc décider, contre vents et marées, de les éveiller à la musique. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Je te nomme pupitre. Quoi? Je connais pas de chanson. Une chorale. Moi j'ai eu un prof comme ça, un instituteur qui a décidé de plein de choses dans ma vie, quoi, que j'ai trouvé formidable, qui m'a ouvert les yeux, des portes et des possibilités. Le film est un remake de La Cage aux Rossignols de Jean Dréville, 1945, avec dans le rôle du pion Noël Noël. 50 ans après, les temps ont changé, certes, mais le thème reste d'actualité. Comment, à force d'écoute et d'attention, on peut changer le destin de quelques individus? Le problème, Morange, c'est que tu fais des choses qui ne te ressemblent pas. J'ai encore trouvé des graffitis là. Alors à partir de demain, participation obligatoire à la chorale. Mathieu va pas seulement leur donner une leçon de musique, il va aussi leur donner une leçon de vie. Et je crois que moi, je vois pas pourquoi quelqu'un qui donne une leçon de vie à travers la musique a quelque chose de démodé. Mais je ne vois absolument pas pourquoi. Sur des airs magnifiques, signés Christophe Baratier et Bruno Coulet, un cœur d'enfant à faire chavirer le vôtre. Et pour Gérard Jugnot, un nouveau rôle de héros très discret, comme il les aime. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. La météo, Nathalie Riouet, 20h55, Stalingrad, un film de Jean-Jacques Hano avec Jude Law. 0h50, le dernier journal Ève Métais. Demain à midi, France 2 s'associera aux 3 minutes de silence en France en hommage aux victimes des attentats de Madrid. Autour de Daniel Bilalian, nous serons présents dans 5 endroits en France et dans 5 capitales européennes. Pour rendre compte de l'événement à 20h, vous retrouvez David Pujadas. Et puis dans Mots croisés, 2 thèmes de débat, terrorisme, comment l'Europe peut-elle se protéger après les attentats de Madrid, avec comme invité Bernard Kouchner et Dominique Perben, puis le procès de Bertrand Cantat, pourquoi la mort de Marie Trintignant a-t-elle bouleversé les Français. Je vous remercie de votre attention, excellente fin de soirée sur France 2.